Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de l'héritière puisque tel est le titre de l'épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian réalisé par Bryce Dallas Howard à qui on devait déjà l'épisode 4 de la première saison. Attention, ce sera full spoiler donc réservé à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu l'épisode. Dans l'ensemble, j'ai bien apprécié cet épisode, même si je l'ai trouvé un petit peu court, et que mon avis sera sans doute moins dithyrambique que certains que j'ai pu voir passer. Bien sûr, The Mandalorian s'est diffusé sur Disney+, et si vous pensez vous abonner à la plateforme, je vous invite à le faire en passant par le lien que vous trouverez en description de la vidéo, puisque cela permet de soutenir la chaîne au passage, donc merci à Disney pour cette opportunité, tout en me laissant absolument totale liberté éditoriale sur le contenu de la vidéo, bien sûr, c'est essentiel pour moi, donc c'est plutôt cool. Après la lecture de quelques commentaires sous les précédentes vidéos, je vous propose un petit rappel préalable qui vous semblera sans doute une évidence, mais quand je vais utiliser le surnom Baby Yoda pour désigner l'enfant, eh bien sûr, je ne sous-entends pas qu'il s'agit véritablement de Yoda, puisqu'on sait que l'action de The Mandalorian se situe quelques années après la fin du Retour du Jedi. C'était donc un épisode court, sans doute un peu trop, ça se ressent sur le rythme, on saute d'une scène à l'autre, avec quelquefois un petit manque de mise en situation, de réflexion sur ce qu'on vient de voir, donc ça a pu me gêner, mais un épisode aussi très intense et particulièrement pour les nombreux fans des séries d'animation The Clone Wars et Star Wars Rebels, et ce n'est pas très étonnant puisque Dave Filoni est associé à la création de The Mandalorian depuis le début de la série. Le Razor Crest en est réduit à l'état d'épave volante et c'est un petit miracle en soi d'avoir pu atteindre la lune de Trask dont la surface, largement dominée par les eaux, peut nous rappeler celle de notre chère planète que nous massacrons un peu plus chaque jour. Quand Din Djarin prend conscience que le système de guidage ne fonctionne plus, il lâche la fameuse injure mandalorienne d'Ankh-Farik, qu'on retrouvera plus tard mais dans une autre bouche. Encore plus intéressant, avec l'entrée atmosphérique en catastrophe, Bryce Dallas Howard offre ici un incroyable hommage visuel à Apollo 13, l'un des films marquants de son père, Ron Howard. Elle a confirmé cette intention en personne sur Twitter. On remarque au passage que la grue qui repêche le Razor Crest ressemble beaucoup à la base d'un AT-AT modifié pour un usage plus constructif que celui de la guerre. Très logiquement, pour une lune maritime, on constate une forte présence des Mon Calamari, aux yeux globuleux, et des Quarren, au visage prolongé de tentacules, déjà vu notamment dans le pilote de la série. Oui, je parle bien du gars sur qui la porte se referme, ouch, ça fait mal. Et il faut savoir que ce soit justifié ou non que dans l'univers de Star Wars, les Quarrens ont plutôt mauvaise réputation puisqu'ils ont tendance à tremper, oui je sais, dans diverses organisations criminelles, mais après tout, ne dit-on pas que la mafia est une organisation tentaculaire? Eh oui, c'est vrai, bon, je dois avouer que j'ai été un peu ému par la réunion de la famille Grenouille, je suppose que je me ramollis en vieillissant. Non, en fait, j'ai toujours été un sentimental. On peut remarquer que Din utilise les crédits récupérés eux aussi dans le pilote de la série pour motiver le restaurateur à l'informer sur d'autres Mandaloriens, tandis que l'enfant et son déjeuner viennent souligner, si besoin, la référence alien qu'on avait déjà eu le plaisir de déguster dans l'épisode 2. À bord du bateau de pêche, on sent que Mando doit avoir besoin de repos car il semble baisser la garde et tombe dans un piège digne de ceux tendus par le coyote au Roadrunner. L'occasion d'introduire une Mamacor, créature inédite dans l'univers Star Wars, et dont le nom à consonance vaguement maternelle l'a prédisposé sans doute à avaler l'enfant. J'ai bien apprécié de retrouver le réflexe de l'enfant de fermer son berceau en cas de danger, ce qui nous avait été notamment rappelé dès l'introduction de cette saison, et là, ce qui lui sauve carrément la vie. Il me semble bien probable que certains parmi vous m'auraient fait la remarque, alors je vous devance. En effet, ça fait un bout de temps que Baby Yoda n'a pas utilisé efficacement la Force, mais en réfléchissant un petit peu, on peut se rendre compte que lorsqu'il a réussi à le faire par le passé, c'était essentiellement, voire exclusivement pour protéger d'autres personnes, et notamment Mando. On n'en attendait pas moins de Din que ce plongeon direct pour secourir Baby Yoda, mais on découvre qu'il est totalement désemparé dans l'eau, et seul un Deus Ex Machina pourrait lui sauver la mise, et ça tombe bien, c'est prévu au programme, avec les Night Owls de Bo-Katan qui surgissent du ciel dans un déferlement d'action à la gloire de leur badassitude. Et ici, il me semble essentiel de souligner la main tendue qui renvoie directement et volontairement au souvenir qu'on connaît bien de la première rencontre entre Din Djarin et un Mandalorien. Alors c'est vrai, vous ne connaîtrez Bo-Katan Kryze que si vous connaissez au moins une des séries animées entre The Clone Wars
et Star Wars Rebels, sachant que celle qui lui prêtait sa voix dans ces séries lui donne ici son visage et son talent, avec l'immense bonheur pour moi de retrouver Katee Sackhoff, une actrice criminellement sous-exploitée depuis l'immense série Battlestar Galactica. Elle est accompagnée de Axe Woves et de Koska Reeves, avec la célèbre catcheuse Sasha Banks dans le rôle, et même si elle ne dit pas grand-chose, elle sauve l'enfant et lance elle-même l'insulte mandalorienne d'Ang Farik. Évidemment, le choc pour Din Djarin survient quand il comprend que des Mandaloriens ne suivent pas le même code strict que celui qu'on lui a enseigné, notamment en ce qui concerne le port du casque. La fameuse voix ne serait donc pas unique. Et là, quand même, il me faut souligner l'ironie de cette scène, puisque Bo-Katan Kryze a un sacré passif avec ses traditions mandaloriennes, ses traditions guerrières, puisqu'elle a très activement participé à faire tomber sa sœur, qui était alors à la tête de Mandalore, et qui était pacifiste, et elle l'a fait au nom de ses traditions anciennes. Donc avouez qu'il y a de quoi rire un peu jaune, mais on sait aussi que depuis ce renversement, Bo-Katan avait eu largement l'occasion de réfléchir et de méditer, d'apprendre de ses erreurs. L'introduction de ces Mandaloriens est vraiment très cool, même si on sent un petit peu trop, à mon goût en tout cas, dans la mise en scène, que là, voilà, le moment est venu de mettre en valeur leur badassitude. Personnellement, ce qui me semble particulièrement appréciable dans cette scène, c'est que depuis le début de la série, on suit la perspective d'un homme, Mando, Din Djarin, qui a été élevé dans un credo très particulier avec une vision du monde, et là, pour la première fois, il est confronté à des compatriotes qui lui proposent une vision du monde un peu différente. Ceci étant dit, je dois avouer que la façon dont Mando laisse à une autre personne la responsabilité de sauver l'enfant m'a semblé en totale opposition avec tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent de son caractère. Certes, il semble affolé et presque suppliant, mais à moins qu'il ait vraiment une phobie de l'eau, ce qui n'a pas été démontré jusqu'à présent, j'ai trouvé la scène un peu étrange, voire artificielle, pour laisser un moment de bravoure au personnage de Sasha Banks. Et si j'évoque maintenant cet aspect un peu artificiel, c'est justement parce qu'il revient littéralement la scène suivante quand le trio surgit à nouveau du ciel pour secourir le héros qui n'avait sans doute pas vraiment besoin d'eux pour se tirer de l'embuscade tendue par le frangin revanchard. Bon, ceci dit, je reconnais que cette intervention permet de souligner à quel point ce trio de Mandaloriens sont plutôt sympas au final et que Din Djarin n'est pas totalement fermé au dialogue puisqu'il accepte la proposition de partager un repas, ce qui pourrait laisser présager de la possibilité de voir Pedro Pascal en costume mais sans casque. Lorsque Mando laisse Baby Yoda à la garde du couple grenouille, le visage déformé du petit par le bocal nous rappelle notre gêne entre rire et horreur de l'épisode précédent, d'autant plus que cette fois Baby Yoda assiste à une naissance. Heureusement, c'est le soulagement qui nous attend lors de la récupération du gamin, avec la scène des parents grenouilles qui le laissent faire connaissance avec leur tétard. Et bien sûr, au passage, on remarque toujours plus clairement la relation filiale qui se crée naturellement entre l'enfant et Mando, et on se prend à espérer que ces deux-là ne se quittent jamais. Mais revenons plutôt maintenant à la mission de l'épisode, puisqu'on sait bien qu'au fond, The Mandalorian, c'est juste un très gros RPG avec un bon gros budget, et donc forcément il fallait une tâche à accomplir pour que Din Djarin obtienne l'information dont il a besoin. Les Mandaloriens plaisantent sur l'incapacité des Stormtroopers à toucher une cible, une blague méta qui provient directement des fans de la saga Star Wars depuis un bout de temps et qui devient récurrente dans la série depuis la saison 1. Les 4 Rocketeers se lancent donc en mode action commando à bord d'un croiseur Gozanti, vaisseau qu'on retrouve notamment dans le jeu vidéo Star Wars Squadron. Le signal d'alarme retentit et il ressemble beaucoup à celui qui sonne au début de Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. L'épisode enchaîne déjà sur l'action et tout va très vite, peut-être même un peu trop à mon goût. Toute la séquence qui va suivre va tellement ridiculiser les troupes de l'Empire que j'ai eu totalement l'impression d'être dans un film de l'époque des As, Zucker, Abrams et Zucker, à qui on doit notamment Y a-t-il un pilote dans l'avion, et la vague ressemblance entre Titus Welliver, qu'on connaît comme l'homme en noir de Lost, et Peter Graves doit aussi jouer, mais c'est avant tout la débilité des décisions des défenseurs qui frappe le spectateur. Le souci de mon point de vue en tout cas, c'est qu'une telle approche va nécessairement venir poser un peu problème quand on va essayer de nous vendre ou de nous survendre les Mandaloriens en tant que soldats d'élite, puisque vous connaissez l'adage, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On peut même estimer que cette ambiance parodique ou presque vient fortement dédramatiser et donc retirer tout enjeu de la charge de Mando sous le feu nourri des Troopers, retranchés comme l'étaient les rebelles, attendant l'arrivée de Darth Vader dans Un Nouvel Espoir. Ceci dit, il y a une chose que j'imagine et qui me plaît beaucoup dans la prise de risque de Mando, c'est qu'il a compris que le vaisseau allait certainement se cracher sur la ville. Ce n'est donc pas uniquement sa vie qu'il jouait ou celle des autres Mandaloriens,
mais surtout celle de l'enfant qu'il devait sauver. Et je ne sais pas pour vous, mais clairement à mes yeux, et ce depuis l'excellent épisode 3 de la saison 1, ce qu'il y a de plus émouvant dans la série, c'est la capacité que Din Djarin a à se sacrifier pour son petit protégé. Et par ailleurs, après cette scène, j'en viens à me demander si l'armure de Din Djarin ne serait pas plus performante que celle des Night Owls de Bo-Katan, ce qui n'est pas impossible si l'armurière de la saison 1 était particulièrement douée. Et pour poursuivre sur ce thème, celui de la résistance du Beskar, ce métal qui compose les armures mandaloriennes, je me demande si l'introduction très probable de Sabine Wren, qui est devenue très probable avec la mention du nom d'Ahsoka Tano, je vais y revenir ensuite, ne pourrait pas suggérer aussi le retour de ses inventions et notamment du générateur d'arc d'impulsion, une machine qui est capable de détruire le Beskar et qui pourrait faire des ravages entre les mains de Moff Gideon. Ce qui ressort clairement, c'est que l'emprise du Moff sur ses troupes est énorme puisque l'officier ne craint absolument pas de faire plonger le croiseur et même d'ensuite se donner la mort plutôt que de risquer d'en dire plus. J'ai trouvé qu'il était aussi amusant que frustrant pour le spectateur de savoir que Bo-Katan et Din Djarin ont le même adversaire, Moff Gideon, sans même le savoir ni en parler. Avec l'objectif de récupérer le sabre noir, symbole du pouvoir sur Mandalore, il serait bien étonnant que les chemins de la guerrière rousse et de notre Mando ne se recroisent pas bientôt. Moment fort à nouveau pour les fans des séries animées quand Bo-Katan prononce enfin le nom d'Ahsoka Tano. Certes, elle n'est plus vraiment une Jedi, mais largement assez proche pour que cela ne fasse aucune différence pour des gens ne faisant pas partie de l'ordre ancestral. C'est Rosario Dawson qui devrait incarner Ahsoka et la voir en version live sera un gros événement pour pas mal de monde. Attention toutefois, en toute fin d'épisode, Mando prévient le public, au travers de sa phrase à l'enfant, ce serait un voyage agité donc potentiellement pas d'Ahsoka avant l'épisode 5, qu'a réalisé justement Dave Filoni. Concernant la déco très embrun et filet de pêche du Razor Crest suite aux réparations effectuées par le Mon Calamari, on peut surtout craindre pour la solidité de l'ensemble, ce qui est confirmé par les pièces perdues au décollage et lors du passage en hyperespace. Enfin, pour ce qui est de la créature qui voulait faire de Mini Yoda son 4 heures, clairement, elle avait les 13 yeux plus gros que le ventre face à un petit morphale aux grandes oreilles. Eh oui, vous le savez bien, vous savez ce qui vous attend si vous avez regardé cette vidéo sans être abonné à la chaîne, sans avoir activé les notifications, sans avoir laissé un pouce en l'air, sans avoir consulté le lien consacré à mon livre Captain Popcorn Universe en description, je serai obligé de vous envoyer au front avec pour seule formation celle de tir donnée aux Stormtroopers par l'Empire. Vous êtes foutus. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut.